La matinale de l'ENS. Faire un bond en arrière pour retrouver l'interview qui a été enregistrée par Morgan. C'est sa rencontre avec Bruno Phillips, correspondant au Monde, et ils parlent ensemble de son dernier livre qui s'appelle Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée. Bonjour Bruno Philippe. Bonjour. Une autre guérison, plus conforme à mes vœux en certaines circonstances, est d'ausculter des idoles. Il y a plus d'idoles que de réalité dans le monde. Tel est le mauvais œil que je jette sur ce monde, telle est aussi ma mauvaise oreille. Lui poser ici, pour une fois, des questions en usant du marteau, et peut-être entendre en guise de réponse ce célèbre son creux qui parle d'entrailles flatulentes. Quel ravissement pour qui a encore des oreilles derrière les oreilles. Pour moi, vieux psychologue et ensorceleur, en présence de qui se trouve contraint de parler ce qui justement aimerait bien garder le silence. Cet écrit aussi, le titre le trahit, est avant tout un divertissement, un petit coin de soleil, une petite aventure du côté du loisir d'un psychologue. Peut-être aussi une nouvelle guerre, et l'on ausculte de nouvelles idoles. Point d'interrogation. Ces quelques phrases sont de Friedrich Nietzsche, et on peut les lire dans sa préface au crépuscule des idoles. Et le philosophe de poursuivre ainsi: ce petit écrit est une grande déclaration de guerre, et pour ce qui est d'ausculter des idoles, ce ne sont pas cette fois des idoles du moment, mais au contraire des idoles éternelles que l'on frappe ici du marteau comme d'un diapason. L'idole contre laquelle vous prenez le marteau dans votre dernier livre Bruno Philippe est bien une idole du moment, en ce qu'elle vit, qu'elle gouverne même, et que sa gloire n'est pas posthume. En 1991, elle reçoit le prix Nobel de la paix, et c'est une des périphrases qui sera utilisée pour la qualifier. Avec la Dame de Rangoon, l'Orchidée de fer, ou encore The Lady, si vous êtes Luc Besson. À la suite des élections en novembre 2015, Aung San Suu Kyi, puisqu'il s'agit d'elle, la dissidente déterminée à la junte militaire, entre au gouvernement et devient ministre des Affaires étrangères. Elle crée aussi pour elle-même le titre de conseiller d'État qui lui donne quelques pouvoirs. Mais quel pouvoir exactement ? Il semble en effet que cette figure de la lutte pour les droits de l'homme se trouve dorénavant pieds et poings liés, mais au sens propre, au sens figuré cette fois-ci, par les successeurs de la junte militaire, nombreux dans les organes de gouvernement, et l'armée, très puissante. Que peut-elle faire contre le nettoyage ethnique opéré dans l'ouest du pays depuis une décennie, mais intensifié au cours des 3 derniers mois ? Ils sont 600 Rohingyas à avoir dû fuir leur terre pour se réfugier au Bangladesh, mais ne sont comptés ici 600 000, oui, pardon, c'est ce que j'avais écrit. Non, alors, pardon, je reprends, ils sont 600 000, effectivement, vous avez raison de me corriger, pour se retrouver au Bangladesh, pour se réfugier au Bangladesh, mais ici ne sont comptés que ceux qui sont parvenus à traverser la frontière. Quel pouvoir, véritablement, a Aung San Suu Kyi dans cette... Parce que, en fait, votre livre, voilà, je vais le dire quand même, votre livre Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, publié aux Équateurs, vilipende en fait l'image qu'on a de cette femme que l'on voit comme, effectivement, le paravent, enfin, même la première combattante des droits de l'homme. Mais quel pouvoir elle a véritablement, elle, dans la situation politique aujourd'hui, et pourquoi est-ce qu'on peut critiquer son manque d'action ? Alors, je vais faire une réponse un tout petit peu paradoxale. Elle a du pouvoir en n'en ayant pas. C'est-à-dire qu'elle a le pouvoir que lui ont conféré les élections qui ont été quand même les premières élections libres de Birmanie depuis 1990. Élections que son parti avait gagnées et que la junte militaire avait ignorées. Oui. Donc le parti a réalisé un score extraordinaire aux élections de novembre 2015. La Ligue nationale pour la démocratie, le parti d'Aung San Suu Kyi, a donc remporté triomphalement ces élections. Ça l'a propulsé à la tête du gouvernement. On l'appelle la Premier ministre de facto parce qu'elle n'est pas déjurée Premier ministre pour des raisons un tout petit peu complexes, peut-être qu'on pourrait y revenir. En tout cas, elle est la de facto Premier ministre du gouvernement. Donc elle a le pouvoir d'un Premier ministre qui peut s'occuper des questions sociales, des questions économiques. Elle peut peser, disons, sur le développement immédiat de la Birmanie en termes d'amélioration du niveau de vie, tout ce dont a besoin la Birmanie essentiellement, c'est-à-dire l'éducation, la santé. Il ne faut pas oublier que la Birmanie est un des pays les plus pauvres de toute l'Asie. Mais elle n'a pas de pouvoir. Elle n'a pas de pouvoir parce que les militaires sont restés les maîtres du jeu. Les militaires, de par une constitution qu'ils avaient eux-mêmes promulguée, les militaires ont 25% des sièges dans les 2 chambres du Parlement, et de surcroît, les militaires ont automatiquement les postes de ministre de la Défense, de ministre de l'Intérieur et de ministre de la Sécurité des Frontières. Vous imaginez donc que dans le contexte de la crise des Rohingyas,
Et puis il ne faut pas oublier qu'il y a entre une quinzaine et une vingtaine de mouvements armés en Birmanie qui continuent à lutter pour leur autonomie contre le gouvernement central. Là aussi, c'est l'armée qui est le maître du jeu. Donc en fait, Aung San Suu Kyi, un diplomate que je cite sans le nommer dans le livre, disait Madame Suu Kyi est condamnée à regarder passer les trains. Il y a un peu de ça. Bon, c'est une formule un petit peu lapidaire, mais il y a de ça parce qu'effectivement, le vrai pouvoir, c'est l'armée qui le détient encore. Et dans ce cas-là, pourquoi on lui en veut ? Pourquoi est-ce que c'est elle qu'on va viser ? Si elle n'a pas le pouvoir de faire ça, pourquoi ? Alors vous voyez, parce qu'il y a des choses... je lisais une lettre ouverte dans Libération qui a été publiée le 2 novembre dernier de cet écrivain et poète rohingya de 26 ans, Mayu Ali. La lettre, le titre de la lettre, c'est vous, Aung San Suu Kyi, qui avez réduit ma maison en cendres. Pourquoi est-ce que c'est vers elle qu'on se retourne alors ? Bon, évidemment, c'est assez exagéré. Pourquoi on lui en veut ? Je crois que là, on est sur le terrain de la morale et de la philosophie. C'est une femme qui s'est battue depuis 1989 au nom des idéaux de la liberté d'expression, de la démocratie et la lutte pour les droits civiques et les droits démocratiques du peuple birman, écrasé sous une junte militaire depuis 1962. Bon, donc on lui en veut parce qu'il y a un contraste saisissant entre les idéaux au nom desquels elle a lutté, au prix quand même de sacrifices énormes pour sa vie personnelle. Elle a passé aussi 15 ans en résidence surveillée, il ne faut pas l'oublier, c'est pas rien. Elle a fait preuve d'un courage immense. Et d'un seul coup, lorsque la Birmanie fait face à l'une de ses plus terribles crises humanitaires qu'elle n'ait jamais vécues, et Dieu sait s'il y a eu des massacres et des situations de crise avec justement les guérillas ethniques en Birmanie, là, au moment où il y a cette tragédie qui est de l'ordre de l'épuration ethnique, elle semble manquer totalement de compassion pour les Rohingyas. Alors après, on peut expliquer, c'est ce que j'essaie de faire dans le livre, on peut expliquer pourquoi elle manque de compassion. Moi, je ne dis pas que c'est une femme indifférente, je ne dis pas que c'est une femme qui n'a aucune sensibilité. Je dis que c'est une femme qui est une femme politique, qui est ambitieuse et qui veut que ce pourquoi elle a lutté pendant des années débouche sur un développement du pays et finalement lui permette de réaliser sa mission. C'est ce que vous dites, la mission quasi divine. Vous écrivez qu'elle tient de son père. Hein. C'est aussi un des ajouts intéressants du livre. Oui. Quelque chose qu'on a tendance à ignorer ou à faire Absolument. comme si on n'était pas au courant. Absolument, c'est essentiel. Je dis quasi divine, évidemment, c'est assez ironique, mais c'est vrai que c'est quasi divin. Je dirais même que c'est oedipien. C'est-à-dire qu'il y a une dimension freudienne fondamentale dans la politique birmane actuelle, au sens où Aung San, son père, l'architecte de l'indépendance birmane, assassiné en 1947, Aung San Suu Kyi n'a que 2 ans, c'est une mission inachevée, elle veut achever la mission de papa. Et ça, c'est essentiel pour comprendre la motivation réelle qui la meut et qui lui a donné la force, la résilience, la solidité psychologique pour arriver où elle a aujourd'hui. Je reviens quand même parce que c'est une question essentielle et c'est une bonne question. Pourquoi lui en veut-on autant ? Eh bien, on lui en veut autant, encore une fois, parce qu'il y a un contraste terrible entre ce pourquoi elle s'est battue et son comportement d'aujourd'hui, mais on ne peut pas la tenir responsable de l'incendie des villages Rohingyas. C'est tout à fait exagéré. Je veux dire, c'est pas elle qui a décidé que l'armée devait aller réprimer les gens, violer les femmes, incendier les villages et forcer à l'exode des centaines de milliers de Rohingyas. Non, évidemment que c'est pas ça. Et puis, quand bien même elle aurait essayé de résister, quand bien même elle aurait dit à l'armée « arrêtez de vous conduire comme ça », elle n'y serait évidemment pas arrivée. Et d'ailleurs, tout l'enjeu est là. C'est-à-dire qu'elle préfère le compromis avec l'armée pour réaliser ce qu'elle peut dans le petit espace politique qui lui est imparti. Mais là, le problème moral et philosophique, c'est « oui, mais alors à quel prix ?» Parce que la question aussi, est-ce qu'on peut pas se la poser ? D'ailleurs, vous la posez dans le livre et vous en donnez des éléments de réponse. Aung San Suu Kyi a-t-elle changé elle-même ? Et vous dites que finalement, c'est la Birmanie qui a changé. Mais est-ce que même le combat lui-même
n'a pas changé. Elle se bat à un moment donné, effectivement, dans la continuité de son père, qui lui se battait contre les Britanniques qui colonisaient le pays. Elle se bat donc en fait au nom du peuple birman, mais avec cette espèce d'esprit de caste aussi qu'elle a, avec le nationalisme barma dont on peut penser en tout cas dont elle hérite. Donc là, elle se bat en fait pour son peuple et voilà. Par contre, pour les Rohingyas, il y a un déni d'identité totale concernant ces populations à l'ouest du pays. Ils n'ont pas la nationalité, ils ne font pas partie des ethnies reconnues par l'État. Est-ce que c'est pas simplement que la lecture qu'on a pu avoir du combat d'Aung San Suu Kyi dans les années 90, en fait, n'était pas la bonne et qu'elle ne se battait pas tant pour les droits de l'homme que pour l'instauration d'une démocratie, mais sans souligner démocratie, mais dans son pays. Oui, absolument. Alors, d'ailleurs, je cite un moment dans le livre le fait qu'elle, j'évoque le fait qu'elle a, avant d'arriver au pouvoir, donc avant les élections de 2015, elle reprend des textes historiques birmans qui démontrent la qualité de la relation, une sorte de contrat social, si je puis dire, à la birmane, où elle explique la relation qui existe entre le souverain juste et le sujet. Et elle dit finalement, la démocratie en Birmanie, ce n'est pas seulement la liberté d'expression. J'ai oublié la phrase immédiate, c'est page 53 je crois. Elle dit... non, c'est pas page 53, c'est autre chose. Bon, peu importe. Mais elle souligne aussi la page 53, on va y revenir. Conserver le pouvoir et la peur, ouais. Exactement, oui, ça c'est essentiel. Donc elle dit à un moment, elle explique que la démocratie, c'est aussi une certaine façon d'envisager la relation entre le pouvoir et l'individu. Et des experts de la Birmanie expliquent que ça signifie, au bout du compte, alors j'ose l'interpréter comme ça dans le livre, c'est que finalement, je ne veux voir qu'une seule tête, pas de contestation à l'intérieur du parti, ça je parle de ça parce que c'était avant qu'elle arrive au pouvoir, pas de contestation à l'intérieur du parti, et donc finalement... Je suis assez d'accord avec vous, on peut estimer que Aung San Suu Kyi, l'objectif final, c'est de faire que la Birmanie bascule vers une démocratisation du pays, mais ce qu'elle entend, en dépit du fait qu'elle a étudié à Oxford et qu'elle a étudié la philosophie, les sciences politiques et l'histoire, je pense qu'elle envisage le concept de la démocratie dans un contexte birman. Vous savez, le birman moyen, pour lequel Aung San Suu Kyi est une véritable idole, une icône mais qui n'est pas fracassée pour eux, eux, ils ont voté pour Aung San Suu Kyi pour deux raisons. Ils ont voté pour que la junte militaire, qui d'ailleurs avait déjà pris qui s'était déjà autodissoute, comme on dit, mais le régime d'avant était un régime issu de la junte militaire, le gouvernement d'avant. Bon. Les Birmans ont voté pour que les militaires n'aient plus la direction des affaires, et ils ont voté pour que Aung San Suu Kyi devienne la leader du pays. Après, les Birmans ne se posent pas de la question, n'ont pas un rapport avec l'idée de la démocratie que nous on a en Europe, évidemment pas. Je veux dire, ils ne sont pas là en train de... On n'est pas dans le check and balance à l'américaine en permanence, on n'est pas dans l'obsession du contre-pouvoir, non. Finalement, on laisse à la nouvelle souveraine la capacité de diriger, et après, c'est l'affaire du... Donc il y a quand même encore un rapport très monarchique au pouvoir. Est-ce que c'est ce qui explique que... Parce que je me demandais si c'était pas une lecture que nous faisions avec nos journaux et le besoin d'avoir des grandes figures qui se détachent pour pouvoir comprendre ce qui se passe dans notre pays. Est-ce que c'est ce qui explique que la politique birmane ne soit qu'une simple opposition entre junte militaire et la Ligue nationale pour la démocratie, et que les 88 autres partis enregistrés en 2015 pour l'élection n'aient aucune... On n'en entend absolument pas parler? Parce que vous voyez, il y a quand même ces partis-là qui sont des partis de revendication politique et on n'en entend pas parler une seule fois de ces partis. Oui, il y a les autres partis. Oui, alors il faut voir deux choses là-dedans. Il y a un grand nombre de partis qui sont des partis des minorités ethniques. Donc il n'y a pas trop de raisons qu'en Occident on entende parler, parce que là on est vraiment dans la finesse et la complexité de la politique birmane locale. Quant aux autres partis nationaux, on n'en entend pas parler. Par exemple, il y a un parti qui est issu de l'ancienne... Les dissidents d'Aung San Suu Kyi. Absolument. Alors, il y a les dissidents d'Aung San Suu Kyi, il y a aussi un parti qui est issu des gens qui soutiennent l'ancien dictateur Ne Win.
Donc il y a quand même beaucoup de paradoxes. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, alors il y a l'autre parti qui est le parti de l'Union pour la solidarité, qui s'appelle USDP, qui est le parti des militaires. Donc c'est le parti qui a été vaincu par la NLD, la Ligue nationale pour la démocratie d'Aung San Suu Kyi, en novembre 2015. Donc effectivement, eux incarnaient finalement les héritiers de la junte. Donc effectivement, là il y a une sorte de dialogue, une sorte de solitude d'un dialogue entre d'un côté les gens d'Aung San Suu Kyi, elle qui a donc phagocyté les pouvoirs à l'intérieur de son parti avant de devenir dirigeante, et puis de l'autre côté effectivement la junte. On est dans quelque chose de très binaire, c'est vrai. Juste pour être très clair, ce parti dont vous parliez, ce parti des militaires, est-ce que c'est à ce parti-là qu'est réservé les 25% des sièges au Parlement, ou c'est un parti qui est différent et les 25% c'est à l'armée? Absolument. Les 25% de sièges dans les deux chambres du Parlement, c'est pour les militaires. Ça n'a rien à voir avec l'USDP. L'USDP est un parti politique qui fonctionne comme les autres partis. C'est les militaires qui ont le poste de parlementaire. Enfin, les 25% dans chacune des chambres. Une autre question aussi qu'on se pose quand on voit ce qui se passe en Birmanie, c'est de se dire pourquoi est-ce que la communauté internationale n'agit pas ici. La Chine pose son veto à toutes les décisions de l'ONU. Vous qui êtes correspondant en Asie du Sud-Est pour Le Monde, comment vous expliquez les tensions et pourquoi est-ce que la Chine fait pression déjà? Qu'est-ce qu'elle cherche en Birmanie? Et puis est-ce que la Chine est la seule à empêcher la communauté internationale de réagir? Ça, c'est une question absolument essentielle. D'abord, la Chine, durant plusieurs années, au temps de la junte militaire, a été le seul allié véritable de la dictature birmane. La Chine partage plus de 3000 km de frontières communes avec la Birmanie. La Chine est le plus grand investisseur économique en Birmanie. La Chine est maintenant ravitaillée en partie dans son énergie par un pipeline qui va du golfe du Bengale jusqu'à la frontière chinoise. C'est vous dire l'extrême importance de la Birmanie dans la pensée géopolitique chinoise. 1. 2. Lorsque la junte militaire s'est autodissoute au mois de mars 2011, on a assisté à un début de démocratisation de la Birmanie, et les héritiers de la junte militaire, qui étaient arrivés au pouvoir à l'issue d'élections plus ou moins truquées, bon, peu importe, mais ils voulaient justement essayer d'ouvrir, et c'est d'ailleurs bien ce qui s'est passé, ils voulaient ouvrir la Birmanie diplomatiquement, économiquement et politiquement. La Chine, dans ce contexte-là, a été, est devenue une sorte d'allié, non pas périphérique, parce que la Chine est toujours restée absolument essentielle, mais la Birmanie s'est ouverte au monde extérieur. Les 2 visites qu'a fait Barack Obama en Birmanie, l'excellence de la relation personnelle qui existait entre Hillary Clinton, Barack Obama et Aung San Suu Kyi, le fait que les États-Unis aient levé les sanctions qui frappaient la Birmanie depuis des années, a mis la Birmanie, a rebattu les cartes des rapports politiques et diplomatiques de la Birmanie dans la région et dans le monde. Donc le rapport avec les États-Unis, le rapport avec l'Inde, le rapport avec la Thaïlande, etc. Dans ce contexte, alors que Aung San Suu Kyi a déçu, c'est le moins qu'on puisse dire, dans le contexte où les militaires apparaissent de nouveau comme les grands méchants de l'histoire, ce qu'ils sont, et dans la mesure où on assiste à quelque chose d'absolument terrible, qui est une tragédie humanitaire, à qui profite le crime, si je puis dire? Suivez mon regard, la Chine. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer. Je termine en disant que dans le nord-est du pays, une grande partie des guérillas ethniques est plus ou moins manipulée, voire parfois armée par la Chine, qui a toujours de fer au feu. D'un côté, on manipule des guérillas ethniques pour faire levier sur le gouvernement central de Birmanie. De l'autre côté, on dit au gouvernement « Ah, on peut jouer les missi de milici afin de pouvoir parvenir à la paix ». Donc vous voyez à quel point aujourd'hui, dans le grand jeu de Go chinois d'Asie du Sud-Est, les Chinois sont en train de marquer des points absolument essentiels. Et je peux dire... C'est très cynique, je peux dire que les Chinois doivent se frotter les mains de cette crise des Rohingyas. C'est tout bénef, passez-moi l'expression, pour eux. On est d'accord que la Chine cherche à mettre une certaine pression sur le gouvernement pour en fait une sorte de sanction pour s'être ouvert aux autres pays économiquement? Non, alors c'est pas ce que je voulais dire. D'accord. Non, c'est pas ce que je voulais dire. La Chine, effectivement, lorsque le processus de démocratisation en Birmanie a commencé en 2011, a vu
que les intérêts, a vu ses intérêts en Birmanie être menacés par l'ouverture diplomatique birmane. D'accord ? Donc pour la Chine, la démocratisation, c'était pas du tout un bon truc. En revanche, aujourd'hui, alors que la Birmanie n'est pas soumise à des sanctions, mais alors que la Birmanie aujourd'hui devient le sujet d'une sorte d'opprobre international, surtout les militaires, les Chinois recueillent les fruits d'un nouvel, alors je dirais pas dire isolement, mais oui, d'un certain isolement de la Birmanie. Donc ils ont une sorte d'intérêt bien compris à ce que cette crise se prolonge. Alors pas trop, parce qu'ils veulent aussi que les choses se stabilisent, parce que la guerre c'est pas bon pour les affaires, l'instabilité n'est pas bonne pour les affaires. Donc je pense, enfin là c'est un tout petit peu compliqué, parce que ce qui se passe à l'est de la Birmanie sur la frontière chinoise est assez différent pour plein de raisons de ce qui se passe à l'ouest sur la frontière bangladaise. Donc c'est deux choses qui sont différentes, mais c'est deux choses sur lesquelles les Chinois veulent aujourd'hui proposer leurs services, leurs bons services, afin de régler le problème. Évidemment, in fine, c'est la mainmise économique sur la Birmanie. Alors on revient à l'ouest. Un autre fait qui est décrié internationalement, c'est le manque d'aide humanitaire. Vous en parlez dans votre livre, un désert humanitaire sans précédent. Vous avez une formule. Rémi Ourdan qui a fait l'introduction la préface, voilà. Rémi Ourdan qui a fait la préface du livre et qui a donc été en reportage à Cox's Bazar dans les camps de réfugiés Rohingyas après le début de l'exode. Il note ça. Et alors on a vu récemment, il y a quelques jours, l'Army of Love, ces youtubeurs qui sont partis pour essayer de récolter des fonds. Mais le problème en fait est beaucoup plus profond, c'est que ces réfugiés Rohingyas n'ont pas de statut de citoyen en Birmanie, ça faudrait peut-être l'expliquer pour que ce soit un peu plus clair, et puis ne peuvent pas du tout être reçus au Bangladesh non plus. En tout cas, on ne leur donne pas le statut de réfugié parce qu'en fait ils sont apatrides. Interdiction de créer des apatrides dans les accords internationaux de 1945. Là on est dans une situation, on est complètement à l'opposé des choix internationaux de 1945. Grande violation des grands traités internationaux. Totalement. Déjà de toute façon, effectivement, la loi de 1982 en Birmanie a dépouillé de leur citoyenneté des gens qui n'en avaient d'ailleurs pas beaucoup. Les choses étaient déjà très complexes depuis l'indépendance de 1948. Donc ils se sont retrouvés sans citoyenneté parce qu'ils ne pouvaient pas prouver qu'ils étaient là avant la première guerre anglo-birmane de 1824. Vous imaginez quand même la chose, puisque effectivement la plupart des Rohingyas sont arrivés après 1824, puisque comme vous le savez, ce sont les Britanniques qui ont encouragé l'émigration de paysans bengalis. C'était à l'époque le Bengale oriental du temps de ce qu'on appelait l'Empire des Indes. Donc évidemment, il n'y avait pas de musulmans, il n'y avait pas d'Indiens en Birmanie avant 1824. Donc tout a été fait pour les exclure et pour faire d'eux des apatrides. Et aujourd'hui, c'est double peine, si je puis dire, parce que de toute façon, ils sont exclus de facto puisqu'ils n'ont pas la citoyenneté. Et au Bangladesh, ils n'ont pas non plus la citoyenneté. D'ailleurs, à ce sujet, il faut préciser que il n'y a aucune solidarité islamique. Enfin, bon, je suis un tout petit peu méchant parce que c'est vrai que les Bangladais les ont tout de même accueillis cette fois-ci de mauvaise grâce. Quand vous dites cette fois-ci, vous faites référence à quoi ? Parce qu'on n'en est pas au premier exode, on en est au 3 ou 4e exode de Rohingyas depuis si vous voulez, cette histoire est maintenant très connue parce qu'il y a un exode très spectaculaire. Il y a eu un exode au mois de décembre 2016, il y a eu un exode en 1992, quand même plus de 200 000 Rohingyas avaient dû quitter la Birmanie pour se réfugier au Bangladesh. Une partie d'entre eux étaient revenus ensuite en Birmanie. Il y a eu un exode en 1978. Donc vous voyez, là il faut replacer ça dans un contexte historique où il y a plusieurs couches, si je puis dire, plusieurs vagues d'exodes différents qui sont toujours la résultante d'une politique répressive d'État, où d'ailleurs depuis quelques années, il ne faut pas oublier non plus qu'il y a eu de très graves émeutes interconfessionnelles entre Rohingyas et bouddhistes en 2012, qui a provoqué des exilés internes. C'est-à-dire que la ville de Sittwe, par exemple, qui est la capitale de l'état d'Arakan, il y avait 30% de musulmans, il y en a 0 aujourd'hui. Tous sont dans des camps de réfugiés à l'extérieur de la ville. Donc la tragédie Rohingya, c'est l'exode externe et c'est l'exil de l'intérieur aussi. Alors qu'est-ce qui a changé aujourd'hui ? C'est le nombre de ces réfugiés, ou alors c'est la politique de terre brûlée et le manque de réaction qui dit il n'y aura pas de retour cette fois-là ?
Je On sais n'est pas pas. comme en Je sais pas. 92, il n'y aura pas de retour. Alors, Parce que c'est vous qui parlez de la politique de la terre, stratégie de la terre brûlée. Oui, vous tout à fait. expliquez. Mais c'est-à-dire que enfin, c'est pas moi, c'est Rémi Ourdan, mais peu importe. On est encore dans la préface, désolé. On est dans la préface, peu importe. On a fait le livre à deux. Il n'y aura pas de retour, je ne sais pas. Des accords viennent d'être passés entre le Bangladesh et la Birmanie. Accords au terme desquels. Alors tout ça est très ambigu puisque les Birmans disent nous accepterons ceux qui peuvent prouver leur résidence. Alors déjà ils ne peuvent pas prouver qu'ils sont citoyens puisqu'ils ne le sont pas et ils ont une sorte de carte d'identité, je ne rentre pas dans le détail, qui était une sorte de carte de résidence. La plupart d'entre eux les ont perdus, leurs maisons ont été incendiées comme on le sait, etc. Donc ils n'auront que très peu de moyens de prouver qu'ils étaient résidents dans ces districts de Mongdo. Enfin le district de Mongdo c'est donc les zones de peuplement Rohingya au nord de l'Arakan. Donc tout ça est extrêmement ambigu. Je vous donne un petit exemple qui me semble intéressant. J'ai interviewé l'autre jour à Rangoon, donc il y a à peu près un mois de ça, un politicien Rohingya qui a créé son propre parti. Il n'a pas été autorisé de se présenter aux élections pour des raisons que je vous passe. En tout cas, le parti existe. Et il a une sorte de théorie intéressante, en tout cas très plausible sur l'avenir immédiat. C'est-à-dire qu'il dit, bon, les Birmans vont peut-être accepter le rapatriement de 100 000, 150 000, 200 000 personnes. Ça aura deux avantages. Un, ça permettra de prouver aux yeux du monde extérieur, mais nous on ne fait pas dans l'épuration ethnique, vous voyez, on a accepté le retour de gens qui pouvaient prouver. Et surtout, la deuxième résultante de ça sera que la balance démographique aura été inversée au profit des bouddhistes. Dans le district de Mongdo, il y a à peu près 80% de musulmans. S'il n'y a plus que 20% de musulmans, il y aura donc la balance aura été inversée au profit des Birmans bouddhistes, au profit des Arakanais, et donc c'est tout bénef, encore une fois, pour le régime. C'est la Rohingya qui dit ça, et je pense que ça pourrait être une politique intelligente, si je puis dire, retors aussi de cette armée qui a quand même prouvé par le passé à quel point elle pouvait être à la fois brutale, mais également, enfin, je veux dire, le régime. Donc on verra. Je ne vais pas m'avancer non plus sur cette question. Combien de Rohingyas seront-ils autorisés à revenir? J'en sais rien. Est-ce que les choses se passeront? Est-ce que les accords seront respectés? Il y a beaucoup d'inconnus. Beaucoup. Merci beaucoup. Bruno Philippe, Aung San Suu Kyi, l'icône fracassée, votre livre aux éditions des Équateurs. Merci beaucoup. Bonne journée. Beaucoup. Merci. Et retour au direct, retour aussi à l'actualité française. Merci Morgan pour cette interview.